Bien. On va commencer. Est-ce que vous m'entendez clairement? Non. Vous m'entendez pas clairement? Là, c'est mieux. D'accord. Alors, bien, ce soir, on va quitter la dimension uniciste de la psychosomatique relationnelle pour retrouver la dimension dualiste de la psychanalyse. Donc c'est une soirée qui est importante parce que on va aborder dans le cadre de cette interdisciplinarité psy justement tout l'apport psychanalytique sur le thème de la pulsion et de sa fonction donc au sein des addictions. Un apport qui va nous être proposé par Jean-Baptiste Horler, qui est psychiatre psychanalyste et qui nous propose son titre « La dépendance pulsionnelle ». Alors, je vais faire une petite introduction un peu simplifiée, mais on va reprendre un peu ce qu'a été la pulsion chez Freud très rapidement, en tout cas ses origines, et puis comment enfant René Lacan a poursuivi la chose autour de cette notion de pulsion, et puis peut-être on reviendra très comme ça, histoire de provoquer un peu le débat sur justement la dimension relationnelle, et peut-être la dimension projective, qui se cache, je peux dire, derrière cette notion de pulsion, ou en tout cas derrière toutes les espèces de combinaisons que nous a proposé Freud autour, ne serait-ce que de comprendre cette notion du dedans-dehors. C'est un peu avec la pulsion qui nous permet de situer cette notion du dedans-dehors. Alors, le concept de pulsion voit le jour chez Freud dans l'esquisse d'une psychologie scientifique en 1895. Alors au début, il parle de fluide qui circule à l'intérieur des neurones et qui va nommer quantum, quantité. Alors bien sûr, Freud est inspiré de par son époque, par Darwin, mais aussi par la thermophysique, la thermodynamique de son époque, et ça va être la dimension énergétique, avec justement le corps comme source, qui va être pour Freud le nerf de guerre de son épistémologie. Donc toute l'idée consiste à juguler des quantités endogènes, principalement, et c'est cela qui préfigure chez Freud les pulsions. Cette quantité, pour lui, représente une charge qu'il s'agit de négocier sans cesse pour le bon équilibre entre charge et décharge. Et charge et décharge dépendent des poussées internes et externes qui sont en rapport précisément avec les échanges intercellulaires ou intracellulaires. La décharge, c'est la satisfaction. Et ce qu'il faut rajouter, c'est que pour Freud, l'objet de la pulsion va être indépendant de cette satisfaction ou indépendant du but. Alors donc, c'est par exemple, effectivement, comme on peut le voir dans la dimension du besoin, n'importe quel aliment ou n'importe quel objet sexuel qui peut faire l'affaire. Ce sera plus tard le désir qui, lui, va utiliser la pulsion et va singulariser l'objet. Du coup, on va avoir affaire à l'objet de désir. Alors, je vous donne un petit rappel concernant la dimension pulsionnelle. Vous savez qu'il y a la poussée, il y a le but, l'objet, la source. Et pour mieux suivre Jean-Baptiste Horler, il serait pas mal de revenir sur ces petites définitions. Alors, la poussée, c'est le facteur moteur de la pulsion. Elle est la mesure de l'exigence de travail. Le but d'une pulsion, c'est la satisfaction. Et celle-ci, il faut savoir qu'elle supprime l'excitation. Point de retour à la case initiale. L'objet est ce en quoi ou par quoi la pulsion peut atteindre son but. C'est ce qu'il y a de plus variable dans la pulsion, et il peut exister effectivement des fixations qui peuvent néanmoins lier la pulsion à un objet
de façon très forte ou de façon très spécifique. Et enfin, la source, qui est le processus somatique qui se déroule dans un organe ou dans une partie du corps. Donc il faut comprendre qu'il y a cette dimension énergétique qui tire ses sources du somatique, qu'on appelle la pulsion, on peut définir par une forme d'énergie ou d'énergétique, qui va donner justement à cette vision un peu dualiste toute cette dimension quantitative plus que qualitative. Alors bien sûr, Freud il va reprendre ça, justement après au-delà du principe du plaisir, et il va introduire tout cela, ces notions un peu concrètes, il va les introduire à travers la métapsychologie, où il va développer effectivement cette même idée, mais tramée par cette origine, je dirais, quantitative, énergétique. Et cette histoire de source qui est le processus somatique, il faut se rappeler ce que dit Freud à propos du corps. Il écrit « Il se peut que rien d'un peu important ne se passe dans l'organisme sans fournir sa contribution à l'excitation de la pulsion sexuelle. Le but n'est en aucun cas la procréation, la sexualité n'est qu'au service d'elle-même. » Alors, il va par la suite proposer des destins à la pulsion, notamment 4 destins, qui sont les devenires de la pulsion ou les vicissitudes de la pulsion. Il y a premièrement le renversement dans le contraire, deuxièmement le retournement sur la personne propre, et enfin le refoulement et la sublimation que vous connaissez. Alors, Lacan, lui, va insister sur ce principe également thermodynamique, et je vous rappelle l'image qu'il donne à la pulsion. Une dynamo branchée sur la prise de gaz, une plume de pont en sort et vient chatouiller le ventre d'une jolie femme. Donc lui va insister sur la constance de la poussée. Pour lui, cette constance empêche précisément d'assimiler la pulsion à une fonction biologique parce que omniprésente et sans rythme. C'est important parce que c'est vrai qu'il reconnaît la question du rythme, donc la question du temps. Je ne sais pas s'il en fait quelque chose, Lacan. En tout cas, il propose cette idée que la pulsion, ça ne peut pas être biologique parce que c'est quelque chose de constant, donc ça ne varie pas, ça n'obéit pas à un rythme, donc c'est vite différencié justement de la biologie qui, elle, obéit à ce genre de loi. La constance de la poussée empêche donc d'assimiler la pulsion à une fonction biologique, et il va préciser que ce n'est pas non plus la satisfaction ou une histoire de décharge, car finalement cette satisfaction ne peut pas avoir lieu à cause de la sublimation. La pulsion y est en effet inhibée quant au but, et elle est pourtant satisfaite. La pulsion peut donc se satisfaire par la voie du déplaisir, par la voie de l'insatisfaction, et Lacan va même jusqu'à l'au-delà du principe de plaisir, en soutenant que la pulsion vise le réel comme impossible. Donc on voit que Lacan, avec cette histoire de charge-décharge, oui, non, en fait, on reste dans cette espèce de constance ou de stagnation quelque part, mais en même temps, on rejoint cette notion aussi du dualisme à l'intérieur même de la pulsion. Alors, c'était l'idée du danger externe, l'idée du danger interne, on rejette dehors ce qui est mauvais pour l'organisme, et finalement, on introjecte ce qui est bon pour l'organisme. C'est un peu comme ça, et c'est comme ça que finalement se profile cette notion du dedans, du dehors, à travers une conception assez réaliste, qui part du principe que le dedans et le dehors est nommé. C'est un peu comme avec Winnicott aussi, on peut partir du principe qu'il nomme le dedans et le dehors, et puis après l'objet va dehors, il va dedans, et ainsi de suite. Alors, comme pour Freud, le fondement de la pulsion est biologique, alors il devient langagier pour Lacan. Voilà, je voulais dire ça comme introduction pour un peu préciser ces notions de pulsionnelles. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais c'est un résumé. Mais en tout cas, ça va nous permettre ici de continuer notre débat, parce qu'on cherche, je dirais, à créer autour de l'addiction, à savoir autour de l'addiction, s'il s'agit précisément d'une pathologie de l'adaptation, donc en l'occurrence d'une pathologie relationnelle, si la question du désir est justement dans cette pathologie relationnelle, est-ce que la question du désir se heurte à ce non-accès préalable ou concomitant de l'affect comme imaginaire corporel, ou est-ce qu'il en va, comme le suggèrent les théories d'ordre pulsionnel, d'une pulsion, on peut comprendre avec Lacan, sous ta gouverne, presque de quelque chose qui est assez forclos, hein,
C'est-à-dire la pulsion, finalement, travaille pour elle-même et n'a de compte à rendre qu'à elle-même, en quelque sorte. Pour Freud, c'est un peu différent, parce qu'au fond, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, Lacan ramène sur le tout psychique. Pour Freud, c'est un peu différent, parce qu'il va partir de cette dimension somatique psychique, où la question effectivement du somatique c'est la source de la pulsion, mais il y a un devenir à la pulsion, à savoir qu'elle va passer par l'étayage psychique et que dans les meilleurs des cas elle deviendra désir. Donc c'est cette transformation du besoin en désir et qui fait effectivement cette dimension psychosomatique qu'il a beaucoup utilisée d'ailleurs dans les névroses actuelles, à travers effectivement le court-circuitage psychique qui fait que la pulsion reste rivée au somatique. Alors, sans rien enlever, bien sûr, au mérite heuristique ou novateur de Freud pour le corps sexuel, le corps libidinal, pour celui de Lacan pour le corps symbolique ou le corps langagier, la question ici, j'ai lu ton petit speech, c'est est-ce qu'en fait, on pourrait comme ça résumer l'addiction comme une maladie de la pulsion, simplement. Un peu compris ça dans ton propos. Alors, on va t'écouter avec plaisir, je te laisse la parole, et puis éventuellement on discutera peut-être de toutes ces choses-là. À toi. Bon, merci, je remercie Daniel Simoni d'avoir la gentillesse depuis quelques années maintenant de m'inviter c'est toujours un grand plaisir à ces réunions voilà, qui traitent chaque année d'un sujet toujours intéressant. Alors je me dis que quand je dis oui, ben oui, je vais venir, vous savez, il y a une sorte de répétition, de persévérance, et j'ai toute une année pour réfléchir sur un sujet, et en fait on voit que c'est aujourd'hui. Je ne l'ai pas oublié longtemps parce qu'il me le rappelle chaque fois. Il me dit est-ce que tu n'aurais pas un petit argument à me passer, etc. Oui, on a quand même un balisage. Donc je viens avec une réflexion sur la pulsion. Ça m'a fait du bien de revisiter un peu cela avec quelques données un peu plus récentes. Et alors, je sais que parmi vous, parce qu'il y a quelques têtes que je connais un peu, des personnes certainement familières avec les concepts analytiques, mais pas forcément. Pas forcément. Donc j'essaie à la fois d'apporter, vous voyez, une réflexion avec dans cette approche psychanalytique, tout en disant que c'est bien aussi de le dire sans que la terminologie soit trop ésotérique. Et donc je vais utiliser un peu les choses de la vie de tous les jours pour essayer de rendre sensible et audible aussi quelque chose sur cette dépendance pulsionnelle. Et il m'est venu un souvenir, j'avais lu ça il y a fort longtemps, et ça concernait Freud, le jeune Freud, âgé de 11 ans, et qui déjà à l'époque, il était extrêmement intéressé par la chose, pas forcément pulsionnelle, mais sexuelle. Et il était intéressé, il essayait de comprendre avec un copain, il a créé un petit groupe, comment se fait-il que les anguilles vont toutes frayer dans le triangle des Bermudes? Bon, elles vont toutes là-bas. Donc c'était vraiment une curiosité incroyable. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'il y a cette espèce de polarisation, d'attraction? Et ça l'intéressait éminemment, tout comme Lacan avait lui aussi un intérêt un peu dans ce domaine, vous voyez, un peu éthologique. Il disait, mais est-ce que le dorifort jouit, par exemple, c'est-à-dire savoir un peu, donc c'est toujours au niveau un peu du sexuel au sens un peu commun du terme, est-ce que le homard jouit, vous voyez? Et moi, une année, il n'y a pas longtemps de ça, enfin une dizaine d'années de cela, j'ai eu le malheur de poser la question à un éminent chercheur qui était de l'équipe de Zarifian. L'équipe de Kant, Zarifian, pour ceux qui
le connaissent un peu, enfin on a entendu, vous savez, c'est quand même celui qui a extrêmement travaillé et éclairé sur une fente synaptique et puis toute la neuromédiation. Et donc son associé, son attaché là, à son laboratoire, avait fait des recherches extrêmement avancées sur la biologie de l'angoisse. Et il travaillait sur la mouche du vinaigre. Parce qu'elle a cette chose incroyable, c'est qu'elle a des chromosomes énormes. Et donc ce qui fait qu'on peut travailler là-dessus. Et j'ai eu le malheur de lui poser à un moment donné, alors qu'il était affairé dans la réflexion, on sent que vraiment la mouche l'animait. Et donc je lui ai dit, je lui ai posé la question, est-ce que cette mouche fort sympathique jouit? Je lui ai posé la question, il m'a dit, heureusement que vous êtes en mode amphi, sinon je vous casserai la gueule. Donc vous voyez, cette chose de la sexualité, de la jouissance, etc., il est vrai que ça, enfin, on essaie de trouver un modèle, alors un modèle biologique, biochimique, un modèle expérimental, essayer d'en rendre compte, mais encore aujourd'hui, reconnaissons que en tout cas la question se pose, c'est toujours un peu mystérieux et énigmatique. Alors, une question aussi, et c'est peut-être par là que je vais commencer un peu à interroger la chose. Est-ce que l'être humain, vous voyez, est peut-être mieux équipé que la drosophile, que le homard, que les anguilles, au niveau de la jouissance? Est-ce qu'il est réellement équipé pour ça? Alors, si on en croit Freud, plutôt, il est plutôt bien équipé par rapport à toutes les autres espèces. Et pourtant, un constat se pose, et ça, c'est pas que la morale civilisée, vous voyez, qui en serait la cause, quoique il pose la question à un moment donné, c'est qu'on jouit mal. On jouit mal. Et c'est pas aussi évident que cela d'avoir une pleine satisfaction d'une belle pastorale. C'est pas évident. Alors, Freud se pose la question, il fait ça dans plusieurs textes, mais un texte d'abord, il dit peut-être que les interdits, vous voyez, sont peut-être donc la société, la morale civilisée, peut-être que ces interdits, ils sont un peu pour quelque chose. Et sa première hypothèse l'amène à des choses intéressantes. Vous savez qu'il a un texte, je crois que c'est dans les années 1911, j'ai plus tellement ça en tête, mais où il parle des deux principes. Il y a deux principes, le principe de plaisir, le loose principe, et puis le principe de réalité. Et ça démarre d'abord à partir de ce principe de plaisir, et comme si ce principe de plaisir, pour étayer la première hypothèse qui est que la société, l'autre, met un frein à ses jouissances, je distinguerai après plaisir, jouissance, etc., mais enfin pour le dire un peu de manière un peu approximative. Et donc ce principe de plaisir, il semblerait dire qu'à un moment donné, l'enfant doit prendre en compte ce principe de réalité qui, lui, va être un peu castrateur, limitateur au niveau du plaisir. Hein, d'accord ? Or, c'est pas tout à fait sûr. C'est pas tout à fait sûr. Parce que si cette hypothèse est celle que la plupart des gens ont retenue, il y a aussi l'idée que le principe de plaisir en tant que tel, d'accord, eh bien lui-même n'arrive pas à totalement se satisfaire et accéder à une plénitude. Satisfaction totale. Ce principe du plaisir, il est défaillant. Et c'est peut-être aussi par cette défaillance qu'il peut en appeler, vous voyez, à la complicité du principe de réalité pour y trouver quelque chose comme une récupération de satisfaction. Donc vous voyez, on ne les oppose pas, mais par contre, peut-être qu'ils vont mettre un peu en commun leurs possibilités pour parvenir à peut-être accéder à une meilleure jouissance. Alors, pour le dire
dans le fond, il n'y a pas de rivalité entre le principe de plaisir et le principe de réalité, mais plutôt cette complicité, d'accord, de l'un avec l'autre. Et cela, il y a des concepts en psychanalyse qui s'y réfèrent très bien, et notamment le concept de pulsion et le concept de répétition. Ce sont deux concepts qui vont aussi s'appuyer sur ce principe de plaisir et ce principe de réalité pour s'y repérer, s'y retrouver un petit peu. Alors, la raison, l'explication qui, au début, pourrait rendre compte de ce déficit, de cette difficulté, si vous voulez, à accéder à un plaisir un peu total, est toute simple. De toute façon, ça traverse aussi bien le champ de la philosophie que le champ de l'anthropologie, que le champ de la médecine, etc. Il y a un fait, c'est que l'être n'est pas fini. L'être n'est pas une totalité. L'être, pour le dire un peu plus de là où il en est, il serait plutôt dans une position de manque à être. Alors Aristophane, qui est celui on prête cette première idée, c'est de dire que l'être, le sujet, le par-l'être, court après une moitié qu'il aurait perdue. Et il passe toute sa vie à courir après et à essayer de la récupérer. Donc, ce qui fait que, partant de là, on voit bien que même si on peut dire qu'au commencement était le verbe, oui, mais au commencement était le verbe, mais le verbe comme presque castration, comme opération de castration, comme opération, si vous voulez, d'extraction d'une part d'être. Et quand je dis une part d'être, c'est aussi une part de jouissance. Donc il y a quelque chose qui, d'emblée, l'être humain jeté au monde, d'emblée, il est dans une part de lui-même perdue. Bon. Alors, à partir de là, eh bien, il ne lui reste plus qu'à essayer de courir après cette part perdue. Et à ce titre-là, qu'est-ce qu'il va mettre en œuvre, qu'est-ce qu'il va mettre en marche pour essayer justement d'obtenir une récupération? Alors, bien évidemment, au niveau organique, il y a sûrement des satisfactions. Freud les a déclinées, Daniel en redisait, si vous voulez, un peu les bases. C'est vrai qu'au niveau des instincts même de vie, des instincts de conservation, des instincts, si vous voulez, de pérennisation de l'espèce, etc., il y a bien quelque chose aussi qui apporte des abaissements de tension. C'est le plaisir est défini comme un abaissement des tensions. Voilà, définition toute simple. Donc, qu'est-ce qui, à un moment donné, permet cela? Il est vrai qu'on mange, on a un abaissement des tensions. On boit si on a soif, on baise, etc. Ça amène un abaissement des tensions. Mais le propre de l'être humain, ce qui vraiment le spécifie et le typifie, dans cette recherche de satisfaction, et puis également c'est principalement la recherche, mais trouver la satisfaction, ça se passe à un autre niveau, comme si l'état de nature, vous voyez, chez l'être humain, était un état perdu, en tout cas qui est totalement subordonné à cet état de culture. Alors ça, c'est Lacan a énormément apprécié, vous savez, tous les anthropologues, que ce soit depuis Malinowski, Marcel Mauss, Lévi-Strauss, etc., qui ont bien apporté des arguments de ce côté-là. C'est-à-dire, vous prenez les peuples les plus primitifs, ceux qui vivent vraiment à l'état de nature incroyable, vous prenez les aborigènes, d'accord, en plein désert d'Australie, qui n'ont jamais
vu d'autres personnes, vous voyez, sauf parfois croiser des avions, vous voyez, qui passent, sinon ils sont vraiment protégés, ces aborigènes-là, eh bien, c'est chez ces aborigènes-là qu'on trouve un état de culture extrêmement sophistiqué, extrêmement élaboré. Voyez, alors qu'ils sont en pleine nature, voyez, et qui vraiment ils ne sont pas du tout parasités par tellement de choses que l'être moderne pourrait apporter. Bon, voilà, donc ces témoignages-là montrent que l'état de culture, à un moment donné, est dominateur, domine l'état de nature. Alors, en termes de jouissance, de satisfaction, etc., on vérifie bien que chez l'être humain, on peut envisager un peu toutes les modalités. Alors, je vais commencer par la plus simple. La plus simple et qui a extrêmement préoccupé Freud, c'est à partir de la clinique. La clinique, et les sujets qui sont rencontrés, qu'on côtoie dans la clinique, sont des sujets qui viennent déjà et qui vous disent ça ne va pas. Ils ne vous disent pas je me jouis mal, mais grosso modo, ils disent ça ne va pas. Ça ne va pas, j'ai du mal à, j'ai de la peine à, je n'y parviens pas, je n'y arrive pas. Bref, ils sont chargés de symptômes et à charge aux cliniciens de l'en délivrer. Et Freud, le premier, fait ce constat que ce n'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que le sujet arrive avec des symptômes et pourtant il y a quelque chose qui résiste à la guérison. Et le repère même, c'est à partir de ces cas rebelles, retors, et qui ne répondent pas donc à la technique psychanalytique, qu'il décrit aussi ce qu'il appelle la résistance, la réaction thérapeutique négative, à un moment donné même le masochisme, mais dans le fond, cet être, s'il se plaint de cela et qu'au 10 ans, il est toujours un peu dans les mêmes conditions, toujours à se plaindre de la même chose, ben, à un moment donné, on peut se dire, mais il aime ça. Vous savez, c'est aussi ce concept d'être bien dans le mal. Dans le fond, voilà. Mais sauf que le sujet ne l'admet pas. C'est-à-dire, s'il vient, c'est bien pour être délivré de ça, donc c'est-à-dire qu'il y a quand même dans le symptôme un insupportable. Et qu'on veut en être débarrassé. Et pourtant, cette impossibilité à se débarrasser de cet insupportable, eh bien, a peut-être une raison d'être. Et vous savez ce que Freud en dit, c'est que, dans le fond, c'est là que se situe vraisemblablement une satisfaction paradoxale. Alors, satisfaction paradoxale parce que le sujet dit je m'en plains, ça ne me convient pas, etc. Et pourtant, au niveau de l'inconscient, il y trouve son compte. Alors, je vous donne la formule qui est restée un peu, voilà, la formule qui fait un peu, reprend un peu cela, mais cette fois-ci la formule lacanienne, donc le symptôme, c'est la façon dont un sujet jouit au niveau de l'inconscient. C'est-à-dire que le symptôme apporte une satisfaction. On peut être dubitatif là-dessus, mais pourtant. Et alors ça, c'est un premier niveau, finalement, où on voit bien vous voyez, là on n'est plus on parle plus en termes de principe de plaisir, mais c'est vraiment une satisfaction, et le terme de jouissance, qui n'existe pas dans la langue allemande, hein, d'accord. Donc, ce terme de jouissance, on voit bien qu'il est à amener du côté de ce forçage, de quelque chose qui est presque antinomique avec le plaisir. Vraiment antinomique, c'est-à-dire que ça n'est pas du tout du côté de l'abaissement de tension. C'est vraiment au contraire un état de tension plutôt soutenu, important.
Alors, donc, on y reviendra si vous voulez, mais voilà disons, une modalité de jouissance cliniquement repérable chez un grand nombre de sujets par la voie du symptôme. Alors, la deuxième voie par laquelle le sujet peut trouver aussi matière à jouir, alors celle-ci n'amène jamais les sujets à consulter. C'est-à-dire que c'est une modalité, au contraire, que le sujet se garde bien d'avancer. Et pourquoi? Parce que celle-ci lui convient très bien. Et c'est la modalité fantasmatique. C'est-à-dire que le sujet a un fantasme, tiens, qui serait beau de ceci et cela, vous voyez, et du même coup, il en tire une satisfaction de pensée, d'accord, un peu comme un rêve. Je fais voilà, j'ai cette petite élucubration sympathique en faisant mon footing, tiens, ça serait sympathique, etc. Voilà, une petite fantaisie, et qui apporte une satisfaction. Ça serait sympa de casser la tête à mon prof qui m'a mis une mauvaise note, voilà, mais quand on voit le prof, on dit bonjour, cher professeur, mais il n'empêche qu'on a eu cette petite pensée qui apporte une satisfaction. Et donc, vous voyez, encore une modalité aussi de jouissance possible chez l'être humain, chez le parent. Et alors, il y a cette autre modalité qui est donc la pulsion. Alors, la pulsion, merci Daniel d'avoir fait ce petit rappel, parce que du même coup, ça me fait faire l'économie de moi-même de reprendre ça, surtout que ça a été éclairé à la fois du côté freudien et lacanien. Alors bien évidemment, je vais me permettre d'avancer un peu sur une autre piste concernant la pulsion, qui radicalement, tu l'as dit, mais je réinsiste là-dessus, radicalement, la pulsion, si vous voulez, ne relève pas du biologique, même si, comme ça a été dit, il faudra bien que ça tire sa source quelque part. C'est-à-dire que pour jouir, il faut un corps. D'accord? Le jour où le sujet il est du côté du cadavre, il ne jouit plus. Donc le corps, à un moment donné, on voit bien que c'est de l'ordre d'une nécessité. Et donc la pulsion, en tout cas, voilà une façon qu'a le sujet d'essayer de récupérer cette perte de jouissance, cette perte d'être aussi, hein, d'accord, et donc par les voies que Daniel rappelait, c'est-à-dire qu'il y a une poussée, et ça essaie de rattraper un objet, vous voyez, qui permet de se compléter, et ça revient toujours de là où elle est partie. D'accord? Alors, la pulsion, elle a quelque chose, c'est que elle répond à une position éthique et non pas à une position morale. C'est-à-dire que la morale, ça serait une pulsion qui accepterait, vous voyez, de composer avec les idéaux. C'est-à-dire selon une morale civilisée et donc qui prendra en compte un peu cette chose-là. Pas du tout. La pulsion, c'est une volonté. C'est une volonté de jouissance. Et ça répond à une position éthique, en cela que l'éthique, contrairement à la morale, ne prend comme boussole que ce qui vaudrait pour un sujet. C'est-à-dire à la question « As-tu agi en conformité avec le désir qui te fonde, avec le désir qui te porte ?» Mais voilà, ça c'est une position éthique. Et non pas selon les modalités définies par un autre.
Donc ça, c'est vraiment la singularité du sujet qui va devoir répondre à cette question. Eh bien, la pulsion répond à cette position éthique, c'est-à-dire elle n'a qu'un souci, c'est finalement apporter cette jouissance au sujet. Alors, deuxième remarque, pour bien éclairer ce concept de pulsion, je me rends compte tout en vous parlant que j'avance, vous voyez, j'avance un peu vite. On a un temps de discussion après, donc j'avance juste, essayer de poser un peu un canevas, vous voyez, qui permet d'y voir un peu, avoir une vision un peu panoramique du dispositif. Et puis après, on rentrera un peu dans les détails, même à partir de vos questions, si vous voulez. Alors, pour reprendre cette pulsion, c'est vrai que la pulsion n'est pas là, si vous voulez, pour satisfaire, vous voyez, quand on boit, on ne satisfait pas la pulsion. Quand on mange, pareil. À la limite, presque quand on baise, c'est pareil. La pulsion est un concept fondamental en psychanalyse, et s'il est concept fondamental en psychanalyse, eh bien c'est qu'il a à voir aussi avec autre chose que la biologie. C'est-à-dire ça a à voir, et c'est éminemment culturel, ça n'appartient pas à l'état de nature. Voilà ce que... Et du reste, on va voir, je vais passer en revue tranquillement un peu les modalités par lesquelles la pulsion va chercher, traquer cette jouissance, et vous allez voir à quel point elle se détourne, elle s'écarte totalement de la biologie. La pulsion s'intéresse essentiellement à une libido, bien sûr, c'est de la libido aussi, mais elle s'intéresse à une libido qui a été appareillée au langage. C'est-à-dire que le sexuel, Daniel rappelait que comme la procréation, vous voyez, n'a rien à voir avec la pulsion, etc., c'est-à-dire que vraiment le sexuel est à prendre, si vous voulez, à ce niveau-là, de la façon dont un sujet arrive à en dire quelque chose. Et on peut dire que la vocation de la pulsion, c'est de prendre du blabla et d'arriver à jouir de ce blabla. Je pense, donc je joue. Lacan avait une formule pour le dire à un de ses séminaires où il parlait de tout ça, pour essayer de faire comprendre ça à toutes les personnes qui étaient à l'auditoire. Il disait, bon écoutez, c'est pas compliqué, c'est comme si je vous disais, au moment même où je vous parle, eh bien, c'est comme si je baise. À tel point que vous pouvez vous poser la question, me dit-il, si réellement, dans la vie de tous les jours, je baise. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a pas un sujet, voyez, qui, du côté du pulsionnel, n'arrive pas à jouir. Aussi bien le pape que Sainte Thérèse d'Avila, que Saint Jean de la Croix sont des jouisseurs. Et pas forcément, vous voyez, et ça passe pas forcément par l'organe. Ça passe pas forcément par l'organe. Il y a d'autres modalités bien plus intéressantes, bien plus élevées, par lesquelles l'être humain arrive à ses fins. Alors,
ce concept de pulsion, si Jacques Lacan, à un moment donné, le reprend chez Freud et il trouve, parce que Freud, à un moment donné, même vers la fin, dans les années 30, enfin, mais il disait ça pour la névrose aussi, hein. C'est-à-dire, il y a des mécanismes purement biochimiques. Vous voyez, un jour, je pense que tous les grands travaux sur la neuromédiation, etc., en rendront compte, arriveront à rendre compte, vous voyez, de comment fonctionne la névrose, ce qu'est la pulsion, il en est même très loin. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a plein de bouquins qui vous disent exactement, pour faire l'amour, quelles sont les hormones en question, vous voyez. Donc vous avez vraiment une neurobiochimie de l'amour. Il y a des gens même qui passent très souvent dans toutes les enfin, à la télé régulièrement avec ces bouquins-là, parce que forcément ça intéresse pas mal de gens. Hein. Je ferai un lien après avec les addictions, hein, c'est-à-dire avec tout ce que des produits peuvent avoir comme incidence sur justement sur un symptôme, sur un fantasme, sur une pulsion. Alors la pulsion, si Lacan la reprend, et la reprend en essayant de lui donner peut-être des coordonnées un petit peu plus, si vous voulez, dans l'approche psychanalytique, et non seulement dans l'approche psychanalytique, mais s'il y a un intérêt à la pulsion, c'est que précisément c'est par la pulsion que l'on va pouvoir questionner la fin de la psychanalyse. Enfin, pas la fin de la psychanalyse, mais la fin d'une cure pour un sujet. Vous savez qu'il y a en 1930, il y a analyse terminable et interminable. Analyse avec fin et sans fin, c'est-à-dire qu'à un moment donné, Freud peut dire que, du reste il l'a dit aussi aux analysants qui sont venus le voir pour leur cure, hein, démarrez, commencez donc à recevoir des gens chez vous, pratiquer la psychanalyse, de toute façon vous paierez encore quelques tranches au fil du temps. Si vous sentez que de toute façon il y a encore des petites choses qui sont restées voyez, dans l'ombre, ben, il vous suffira de revenir et puis on fera encore une tranche. Voilà un peu. C'est-à-dire que l'analyse ne peut pas se terminer. Et par exemple, surtout lorsqu'on prend comme critère et repère l'inconscient. L'inconscient a toujours un tas de possibilités de se manifester. C'est-à-dire qu'après 20 ans d'analyse, le sujet continuera à faire des lapsus, à faire des rêves, etc. Donc toutes ces formations de l'inconscient ne sont pas asséchées. Les polders du Zuiderzee resteront, si vous voulez, toujours actifs. Donc partant de là, l'inconscient continuera à se manifester. Et vous savez que dans l'inconscient, il y a aussi les manifestations symptomatiques. Donc à ce titre-là, avec ce critère-là, il est peut-être difficile de conclure et de terminer réellement une psychanalyse. Alors qu'à partir du concept de pulsion, il trouve là une voie, et c'est une voie extrêmement intéressante, et qui va essayer de pousser, vous savez, mais vraiment jusqu'à l'extrême. Alors avant d'avancer sur cette voie-là, il faut quand même repérer certaines choses. En tout cas, avoir à l'esprit 2 ou 3 points pour mieux saisir ça. Le premier, c'est vrai que la psychanalyse, ça a tout le temps été dit et avancé comme ça, c'est une affaire de blabla. C'est-à-dire la psychanalyse, voilà, c'est-à-dire que le sujet, il lui arrive des choses, des événements au niveau du corps, et il va le traduire. C'est-à-dire que lorsque vous avez la psychanalyse, il est attendu quand même que vous en racontiez un petit peu quelque chose de ce qui vous arrive. Donc c'est déjà, si vous voulez, une façon de mise en forme par le langage. Le symptôme, on le repère déjà là. Le symptôme, même si forcément c'est un événement de corps,
parce que certaines personnes vous disent j'ai le bras paralysé, j'arrive plus à parler. Vous voyez, on sent bien que le corps peut être impliqué dans pas mal de symptômes. C'est pas simplement comme chez l'obsessionnel, quelqu'un qui vous dit je suis en proie avec le doute. Vous voyez, il y a vraiment des personnes qui viennent consulter parce que le corps marche mal, il va pas bien. Et donc c'est déjà une mise en forme qu'attend le psychanalyste, c'est-à-dire dites-moi ce qui ne va pas. C'est pas uniquement quelque chose qui est de l'ordre de l'observable. C'est pas j'observe, c'est-à-dire je mets en marche mes sens, j'observe, je regarde, je touche, je palpe, etc. Même si Freud, de temps en temps, pouvait mettre sa main, poser sa main sur le front de ses analysants, mais en principe, vous voyez, c'est pas une pratique de l'observable, c'est une pratique de l'énonçable. Il faut que ça parle. Donc c'est de ce côté-là que quelque chose va se passer. Et pourtant, là où on s'attendait le moins, voyez, à ce point d'avancée, eh bien, Lacan le dit sur une formule, par exemple, la psychanalyse, à un moment donné, il faudrait qu'on parvienne à un discours sans parole. Sans parole. Vous voyez, c'est comme s'il fallait à un moment donné que ça cesse, c'est-à-dire que la parole cesse. Parce qu'il est toujours facile de rajouter des wagons. Vous avez un symptôme, vous avez vu avec l'homme au rat, par exemple, vous avez vu, chaque fois on peut rajouter, et vous rajoutez toujours des wagons, il y a toujours la possibilité d'y revenir en disant mais tiens, ça m'a fait penser à ça, oui. C'est-à-dire c'est vraiment interminable. Eh bien, la pulsion, elle a donc cette première particularité, c'est qu'elle met en marche, donc dans l'opération de jouissance, elle met en marche le blabla, c'est-à-dire elle appareille le dispositif pulsionnel, donc ce que Lacan appelle la chaîne signifiante, c'est-à-dire donc les énoncés, les dits du sujet, c'est-à-dire je parle, et tout en parlant, eh bien je commence à avoir une jouissance pulsionnelle. Mais ce n'est pas le fin du fin. La pulsion, elle procède de la sorte, elle se fait aider par la répétition aussi. Vous savez que le sujet, il se répète. Donc, elle se fait aider par la répétition. Du reste, à un moment donné, les deux sont intimement, disons, connectés. C'est-à-dire, se répètent, c'est-à-dire que le sujet arrive à une séance, il dit, bon voilà, j'ai ce problème, etc. Il arrive à une séance suivante, donc je vais vous redire, ouais, c'est-à-dire, je redis, je reparle, et c'est ce qui donne par exemple le titre donc à un article de Lacan qu'il a intitulé Les tours dits, les tours du dit, c'est-à-dire les tours dits, c'est-à-dire voilà, c'est-à-dire on fait, et puis même dans une cure, il n'est pas rare de voir aussi que le sujet 6 mois, 8 mois de cure, à un moment donné, c'est comme si, bon, je reprends, hein, et puis je redémarre, et je fais encore un tour, et un deuxième tour. Donc, c'est-à-dire, voilà, cette répétition est bien évidemment articulée aussi et connectée avec cette jouissance du blabla, et jouissance qui satisfait la pulsion. Mais ça n'est pas le fin du fin, vous disiez. Et il faut attendre presque les années 70 pour que Lacan saisisse, alors que le réel a déjà été la catégorie du réel, vous voyez, est déjà une catégorie qui a déjà été mise en place un peu avant même le séminaire sur la psychanalyse, c'est-à-dire le séminaire sur l'angoisse, vous voyez, vers les années 60, 62, 63, le séminaire de la psychanalyse, 57, 58, vous voyez, il y a déjà la question du réel. C'est-à-dire que
le réel, ça suppose que le symbolique n'est pas plein. Le symbolique n'est pas plein, c'est-à-dire que le symbolique n'arrive pas à régler toutes les problématiques, vous voyez, que le sujet aborde. Et il y a quelque chose, et donc la jouissance relève de cette catégorie du réel, d'accord ? Et cette catégorie du réel, il fallait bien que, à un moment donné, alors je vous passe les, on y reviendra tout à l'heure un peu dans la discussion, mais je vous passe tous les apports, hein, que ce soit de Gödel, de Frege, vous voyez, que ce soit des linguistes, notamment Ferdinand Saussure et Roman Jacobson, pour citer les principaux, vous voyez, qui à un moment donné montrent que tout système symbolique eh bien, est troué, quoi. Il est insaturé, il est incomplet. Donc ce qui fait que déjà le symbolique ne parvient pas à clore et à terminer quoi que ce soit à partir de ce symbolique. On ne peut pas finir. Les mots, on les a là tous. Et donc ce réel, eh bien, amène, dans les années 70, Lacan à montrer finalement à quoi ça sert ce système symbolique, à quoi sert-il. Alors, il avait déjà donné quelques idées et quelques repérages dans ce séminaire sur l'éthique, où il y a du réel, et comment Lacan, quels sont les exemples que Lacan utilise pour montrer que finalement il y a du trou. Il prend l'exemple du potier, l'exemple des boîtes d'allumettes sur une cheminée, il prend les exemples, c'est-à-dire que pour une bibliothèque avec un livre qui manque, et comment vous faites pour définir qu'il y a du trou? Eh bien, il faut quand même qu'il y ait de la matière autour. Comment vous faites pour dire qu'il y a un trou sur une bibliothèque où il y a des bouquins, s'il y en a un ou deux qui manquent, il va bien falloir que ça soit bordé. Donc on voit bien, le potier, on voit bien qu'il y a une masse, et à un moment donné, l'opération, vous voyez, du potier, c'est comme l'opération du langage, hein, arrive, si vous voulez, avec du signifiant tout autour, à faire du trou, voilà, à créer du trou. Alors, il faut bien repérer deux choses, c'est que la première opération, quand le sujet est jeté au monde, cette première opération, qui est une opération de soustraction, c'est-à-dire qu'il y a vraiment là un trou. C'est-à-dire qu'il y a une perte d'être, une perte de jouissance à l'origine, mais l'opération du langage dont je vous parle, qui serait donc ce travail fait dans une cure, vous voyez, qui s'opère dans une cure, eh bien, c'est là que se démontre à quoi sert réellement le blabla, c'est-à-dire toute cette chaîne signifiante que le sujet commence à l'animer. Eh bien, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert qu'à ça, à faire du trou. À faire du trou. Alors, bien évidemment, ces explications, on les repère encore mieux lorsque on prend la question de la pulsion à partir de ce que Freud déjà avait donné très tôt, pulsion de vie, pulsion de mort, vous savez, Eros, Thanatos, etc., donc la pulsion de mort, sauf que cette pulsion de mort, chez Lacan, ça prend, si vous voulez, une consistance extrêmement intéressante, parce que c'est vrai que Freud le dit, enfin, pulsion de vie, on ne peut pas les opposer, la pulsion, elle est une, vous voyez, même si ça va se décliner un petit peu de façon différente. Mais la pulsion de mort, ça part déjà, et c'est comme ça qu'il faut entendre mort, ça part déjà de cette zone de soustraction qui s'opère à la naissance, cette perte inaugurale, donc il y a une
perte, donc une zone morte, arrachée, perdue. Donc la pulsion de mort, c'est déjà parce que ça part de là. Vous savez que Bichat définissait la vie en disant la vie, ce sont toutes les forces en présence qui vont lutter contre la mort. D'accord ? Et Lacan dit tout le contraire. Il dit, la vie, ce sont toutes ces forces, voyez, qui conjoignent et qui s'articulent autour de la mort, d'accord ? Parce que cette mort, c'est à la vie son rail. C'est quand même intéressant. C'est-à-dire que, donc, ça veut dire que cette question de la pulsion de mort, ce n'est pas quelque chose qui vous amène du côté du cadavre, qui va vous tuer. Enfin, qui va vous tuer physiquement, vous voyez, qui va vous faire perdre la vie. Non, c'est justement pulsion de mort parce que ça s'origine d'une zone nécrosée, vous voyez, pour prendre une zone vraiment de substance perdue. Pulsion de mort parce qu'elle s'appareille à quelque chose qui est vraiment inorganique et qui est le langage. Le langage, c'est quelque chose de mort. Le symbolique, c'est du mort. Du reste, Freud disait, le symbolique, il est le mieux, si vous voulez, présentifié par le père mort. C'est-à-dire vraiment, donc, la pulsion démarre de quelque chose qui est donc une perte. Ça va s'appareiller au langage, au blabla, et donc à ces choses, vous voyez, qui n'ont de vie que dès l'instant que le sujet les anime, dans le pulsionnel, mais c'est de la mort. Les mots, c'est inerte, les mots, c'est de l'inorganique. Et dans cette opération donc, de mettre en marche, d'appareiller le pulsionnel à la batterie signifiante, à la chaîne signifiante, eh bien ça a une autre visée, comme je le disais tout à l'heure, c'est que ça va créer du trou. C'est-à-dire encore une zone, si vous voulez, une sorte de trou, c'est-à-dire c'est le propre du symbolique aussi, il est troué, mais là ça permet donc d'arriver jusqu'à cette visée-là, un trou. Et c'est de ce trou qu'il y a une chance pour le sujet, voyez, de se libérer d'abord de la chaîne symbolique, grosso modo de l'autre, de toutes les coordonnées qui lui viennent de l'autre, mais l'autre qui ne sait pas ce que le sujet est réellement. Qu'est-ce qu'il est qu'est-ce qu'il est, si vous voulez, en tant qu'être? Qui le sait, ce qu'il est? En tout cas, l'autre qui a la prétention de le lui dire qui il est, c'est une grosse infatuation, parce qu'il l'ignore. Et ce qu'il ignore surtout, c'est ce qu'il est en tant qu'être de jouissance. C'est ça, le sujet. Être de désir de jouissance, c'est quelque chose que l'autre ne peut pas délivrer au sujet. Eh bien, par ce montage pulsionnel, il en arrive jusqu'à ce point, si vous voulez, de créer un trou. Et ce trou-là, alors bien évidemment, voilà encore une autre référence apportée d'abord par Freud. Vous savez, cet intérêt que Freud pouvait porter aux artistes. Parce qu'il sentait que les artistes avaient certainement découvert quelque chose que la psychanalyse, après quoi la psychanalyse courait. Et Lacan lui emboîtait le pas, c'est-à-dire qu'il a commencé aussi à s'intéresser de très très près à l'artiste et comment l'artiste un peu anticipe, précède, est en avance sur le temps de la psychanalyse dans justement ces temps de création. Et
sans parler aussi de, vous savez, des sujets psychotiques. Du sujet psychotique qui lui aussi a, disons, un petit avantage sur le névrosé à l'endroit de la création. Mais ceci dit, le névrosé ne sera pas en reste aussi. En tout cas, la création, eh bien, c'est création. Lacan, je vous donne la référence au niveau du séminaire, vous avez tout ça dans le séminaire sur l'éthique. D'accord ? Donc la création, ex nihilo. Ex nihilo, c'est-à-dire que c'est à partir d'un trou, d'un néant, d'un rien, d'un nihil négativum, ce que vous voulez, à partir de ce trou, il y a une chance qu'un événement se produise. Le terme d'événement est un terme très ancien, mais il lui a été redonné de la vigueur, une grande consistance, par Alain Badiou. Je ne sais pas si ça vous parle, Alain Badiou. Donc Alain Badiou, vous voyez, il dit que l'événement, c'est justement cette création, vous voyez, c'est une création à partir de rien, à partir de vraiment d'un néant. Alors, comment le comprendre ça? Eh bien, c'est que, bien évidemment, cette création à partir de rien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien avant. Il y a plein de choses, il y a une histoire, c'est balisé. Mais par contre, lorsqu'on se trouve dans ce temps de création ex nihilo, ce qui jaillit, ce qui est vraiment créé, ne doit rien à ce qui précède. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'en tant que tel, ce qui est créé n'a pas une cause qui précède. Vous savez, lorsque vous prenez, par exemple, en clinique, c'est très fréquent, on se dit, mais pourquoi tel sujet, pourquoi est-ce qu'il boit, pourquoi est-ce qu'il se drogue, pourquoi est-ce qu'il a tel symptôme, etc. Et donc, c'est comme si on pouvait faire une psychogenèse, vous voyez, une histoire du pourquoi le sujet en est arrivé là. Et bien évidemment, avec une démarche extrêmement rationnelle, scientifique, et bien cartésienne, vous pouvez rendre compte d'un événement là, à partir d'une cause qui est nécessairement antérieure, qui le précède. Vous avez tous les symptômes du coronavirus, mais il faut bien qu'il y ait une cause qui donne ses effets. Et la cause précède toujours ce qui va être étudié au tenté. Eh bien, lors de la création, eh bien, ça met, si vous voulez, cette démarche, vous voyez, en termes de causalité, qui n'est plus du tout une causalité dite scientifique, parce que en tant que telle, vous voyez, c'est créé à partir de rien. Alors, ceci dit, les scientifiques vous le disent. Hein. Par exemple, lorsqu'on parle de, vous savez, je me souviens ici même dans un de ces amphis, quand j'étais étudiant, il y avait un professeur, non, c'était à Valrose, professeur qui disait, c'est pas compliqué, vous voyez, vous prenez une poêle et vous commencez à chauffer, allez monter la température, et bien à partir de 7000 degrés, vous commencez à créer de la matière. Oui. Bon, il parlait... Bon, pour vous dire que, c'est-à-dire vous mettez rien dans la poêle pourtant, hein, mais à force de chauffer, vous créez quelque chose. Alors, après, vous savez comme moi que la démonstration est faite déjà depuis fort longtemps. Hein, et il n'y a pas que Galilée qui scrutait le soleil et qui disait le soleil, cette chose normalement parfaite. Eh bien non, il y a des crapauds, hein, comme dans un diamant. Vous voyez, c'est-à-dire il y a des zones obscures, donc il y a des défauts. Donc il trouvait déjà que même au niveau du soleil, il y a quelque chose qui n'allait pas. Et aujourd'hui, vous savez que les trous noirs, les machins, la matière, l'antimatière, il y a des trous, enfin le cosmos c'est plein de trous.
humain, il est troué, on sait bien qu'il est troué. Donc, ça ne serait pas aussi... je trouve qu'il y a quand même une évidence, c'est que... Et ces trous-là, contrairement, vous voyez, par exemple, au philosophe qui lui peut dire, c'est le néant, vous voyez, c'est le néant. Enfin, il n'y en a qu'un seul de philosophe, vous savez, il faut attendre les années 1960 pour vraiment qu'un philosophe commence à démontrer que justement ce trou, ça n'est pas rien. Vous connaissez la petite démonstration. Je trouve que cette démonstration nous fait dire « Ah, mais quand même, hein. » Pourtant, c'est quelque chose, je vais vous la raconter, cette anecdote, et vous allez voir que c'est d'une évidence, mais encore fallait-il que quelqu'un en fasse la démonstration. Cette personne, c'est Heidegger. Heidegger fait une démonstration. Et alors, c'est quand même incroyable, il sort dans les années 30, 1926-28 par là, un bouquin, et alors à partir de ce bouquin, donc l'être et le temps, et à partir de ce moment-là, donc les gens du milieu, d'autres philosophes, etc., à droite et à gauche, alors que lui, dans une toute petite université, à Heidelberg, il est dans son petit chalet sur la colline, et puis il écrit ces petits trucs, il sort ce bouquin, une belle thèse, quoi, et donc des philosophes un peu de partout disent mais il est fou, vraiment il est incompréhensible. À côté de ça, il y en a d'autres qui disaient mais il est génial, mais c'est fabuleux, c'est fabuleux, c'est fabuleux. Bref, en tout cas il ne faisait pas l'unanimité et donc il a pris comme décision d'essayer de développer un peu sa thèse. Et donc il a commencé à sortir des petits livrets, vous savez, des petits bouquins, on les trouve chez Gallimard, hein, ça s'appelle question 1, question 2, 3, 4, 5, etc. Vous allez là. Et donc il va essayer de réexpliquer un peu pour rendre compréhensible, entendable ce qu'il développe sur la question de l'être. Et alors, chose incroyable, c'est que dans ce bouquin, l'être et le temps, il prend des expériences de la vie de tous les jours. De la vie de tous les jours. Et où justement, il interroge le rien. Il interroge le rien. C'est-à-dire, voilà. Et donc, il interroge le rien à partir de certaines expériences, dont une clinique, et où il dit, mais les gens qui sont angoissés, prenez quelqu'un qui est angoissé, et lorsque cette personne qui est angoissée, elle vient vers vous pour vous dire, j'essaie d'expliquer ce qui m'arrive, je suis angoissé devant quoi, qu'est-ce? Rien. Et il dit, justement, ce rien, entendez bien, ce rien, ça n'est pas rien, parce que ça l'angoisse. La démonstration même que dans ce trou, c'est pas rien, c'est que c'est l'angoisse qui le donne. Et forcément, ça c'est du petit lait pour Lacan. Hein. Forcément, donc il récupère ça, et à partir de là, eh bien, on voit bien que en psychanalyse, si vous voulez, le rien, le trou, eh bien, dans le trou, il n'y a pas rien, il y a de la jouissance. Il y a de la jouissance. Voilà. Donc, vous voyez, on n'est pas à spéculer et à chercher, comme le philosophe, vous voyez, le néant, le machin. Non, il y a de la jouissance. Et c'est du réel. Le trou, c'est du réel. Et alors, c'est un réel qui n'est pas non plus le réel qui est libre de tout. Non, il est bordé. Il est bordé. Et c'est là que, donc je vais peut-être terminer sur ce point-là, après on va discuter si vous voulez, mais donc ce quatrième point, vous voyez que la pulsion de mort est claire, c'est que justement, à un moment donné, faire travailler le symbolique, eh bien ça amène le symbolique à créer un trou. Et ce trou, comme je vous disais, qui est créé, n'a rien à voir avec la première perte de substance inaugurale. Et ce trou qui est créé,
eh bien c'est là qu'il y a chance de faire événement pour un sujet, et un événement qui ne doit rien à l'autre. Qui ne doit rien à l'autre. C'est vraiment une pure création, une pure invention. Et ce qui faisait dire à Lacan que eh bien, le seul trou qui vaille, c'est la trouvaille. Et que la trouvaille, eh bien, c'est peut-être ce qu'on peut espérer dans une psychanalyse, et qui, du même coup, cette trouvaille va faire un sacré événement pour le sujet. Sujet inédit, sujet nouveau. Et ce qu'on peut espérer aussi de lecture, c'est qu'avant et après, vous n'êtes quand même pas le même. Parce que vous faites 10 ans d'analyse, vous sortez pareil comme avant. Bon, voilà, donc je peux peut-être rester sur cette question-là, sur ce plan-là en tout cas, et puis on va avancer avec le débat. Ça m'aura permis aussi de voir que j'ai au moins avancé, bon, j'ai déjà une petite page, j'ai déjà avancé sur une petite page. Fini là. C'est toujours un plaisir parce qu'avec toi on comprend Lacan. Au moins tu arrives à bien renvoyer des images, en tout cas assez explicites. Alors, est-ce que ça veut dire qu'avant le langage existe l'unité? C'est ça? Eh oui. Il y a des... Alors, qu'est-ce qui fait qu'on perd cette unité? Toi, tu le dis, j'ai par le langage. Oui, c'est vrai. Enfin, on va dire qu'effectivement, à partir du moment où le mot n'est pas la chose, le mot divise la chose comme la chose divise le mot, on perd une partie. Donc ça veut dire, avant le verbe, qu'est-ce qui existe? Parce qu'il existe bien quelque chose. Ah ben c'est la créature pleine. Elle est pleine. Oui. Voilà. Donc c'est une jouissance, mais pleine. Mais relationnelle. Alors, après, il faut voir. En clinique, la personne qui donne une approche, tu vois, un peu de cette idée, c'est le sujet autiste, mais pas l'autiste Asperger, mais l'autiste forme un peu de Kaler, tu sais. Voilà, c'est-à-dire vraiment quelqu'un qui n'a pas un seul mot, qui ne dit rien, etc. Et on sent que, voilà, c'est-à-dire il n'y a pas de prise de l'autre, il n'y a aucune prise, l'autre, il est totalement imperméable à l'autre, il n'y a rien, voilà, ça glisse comme l'eau sur la plume d'un canard, il n'y a rien. Et c'est comme s'il y avait une jouissance, tu vois, voilà. Mais sinon, pour les sujets même dans la psychose, on voit qu'il y a quand même une opération de castration. Et le langage est voilà, une façon d'entendre cette opération de soustraction. Non, ce qui m'intéresse, moi, chez Lacan, c'est ça, cette dimension anté-langage. Alors celle-ci n'a pas été tellement fouillée. Voilà. Oui, d'accord. Bon. Alors après, oui, effectivement, sur cette notion de... Pose la question, hein, est-ce que le Gorifort jouit, par exemple, tu vois? Alors, c'est-à-dire, il aurait pu poser la question, parce qu'on sent bien qu'il y a quand même des signes, des choses, c'est pas élaboré comme le symbolique chez l'être humain, mais il y a des espèces où il y a vraiment... il y a des signes, on peut vraiment communiquer, échanger à partir de signes. Mais est-ce que ces espèces-là jouissent de ces signes? C'est ça. Est-ce que tout est langage? Parce que en tout cas, si tout est langage, tout n'est pas signifiant, c'est ce que Lacan dit. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe aussi, voilà, c'est-à-dire à un moment donné, c'est trouvé. Alors, l'événement dont même parle Badiou,
Alors Lacan va utiliser un autre terme pour bien faire entendre que tous les signifiants, donc tous les mots, tous les représentants, ne relèvent pas du système symbolique. Voilà. Et du reste, il prend appui, c'est pour ça qu'il s'est extrêmement intéressé à la psychose. Parce que la psychose, voilà une entité, un sujet, par exemple, schizophrène, qui a des hallucinations verbales. Ces hallucinations verbales sont des réponses du réel. Ça vient du réel, c'est-à-dire, ça ne fait pas chaîne. Ça ne fait pas chaîne, c'est hors de la chaîne. Donc, il y a du signifiant aussi dans le réel. Et donc, il y a de l'événement qui est réponse du réel. Voilà. Et on sait que les sujets psychotiques, l'enfant, la démonstration, tu vois. Alors, il y a quand même un peu de symbolique chez des sujets psychotiques. Ouais, ils ne sont pas totalement désarrimés un peu de symbolique. Ça ne fonctionne pas comme dans la névrose, mais en tout cas, ils en font démonstration. Et ce qui était intéressant aussi, c'était que le psychanalyste dise qu'il ne faut pas reculer devant la psychose, alors que Freud disait névrose narcissique, névrose, impossible. Névrose de transfert, ok, c'est pour la psychanalyse. Les névroses dites narcissiques, donc ce qui donnera plus tard la psychose, d'accord, voilà, le psychanalyste doit le laisser de côté. Alors bien sûr, entre-temps, il y a eu Mélanie Klein qui, elle, a foncé dedans. Elle, la psychose, elle n'a pas reculé. Elle a Winnicott aussi, un peu. Mahler, Margaret Mahler aussi. Mais Lacan, non plus. Et pourquoi ? Parce que le sujet psychotique enseignait comment sortir d'une névrose dite de transfert. Parce que ça se passe hors transfert. Voilà, c'est hors transfert, le sujet psychotique hors transfert. Ça, ouais. Et donc il y a quelque chose que le sujet psychotique arrivait à, même par ses inventions, par ses créations. Donc il y avait deux voies qui vraiment étaient intéressantes à approcher chez le sujet psychotique, parce qu'il en allait de la question de la fin d'une cure. Et comme si eux avaient la clé, comme si l'artiste avait une clé, et il fallait voir comment ça pouvait être transposable à une cure analytique, alors qu'ils peuvent faire l'économie d'une cure. Et le sujet psychotique aussi. Le sujet psychotique, il avait aussi une clé pour justement qu'à la fin, c'est-à-dire le transfert, ça soit hors transfert. Bon, alors, après, donc, la fin d'une cure, ça peut se finir. Donc, le terme, je le disais, que Lacan a repris, ce sont des termes qui, justement, laissent entendre qu'il y a du signifiant dans le réel. Et il utilise, pour définir la pulsion, par exemple, il dit « La pulsion, c'est l'écho dans le corps d'un dire ». C'est l'écho dans le corps d'un dire. Et donc pour cela, il faut saisir aussi qu'il y a tous les dits. Il y a les dits, c'est-à-dire c'est le blabla. Les dits, c'est tout le sujet, il raconte dans sa cure, blablabla, blablabla, voilà. Les dits. Et pourtant, à un moment donné, ces dits peuvent s'ordonner d'une façon et qui fasse comme si le sujet arrivait à partir de ces dits de faire advenir quelque chose qui s'accepte, qui soit hors de ces dits, et qui pourtant à un moment donné fait que tu peux, il dit c'est les rails, le dire c'est le rail, voilà. Et donc à un moment donné, le sujet il peut rajouter toujours des wagonnets, mais il s'en fout, parce qu'il a trouvé les rails. Donc il sait grosso modo, voilà. Et la fin de la cure, ça serait ça. C'est-à-dire, ça, s'il n'y a plus besoin de rajouter un wagonnet, c'est plus la peine. Voilà. Et donc c'est cette invention
qui rend possible une fin de cure. Et le signifiant en question, les signifiants en question, dans une fin de cure, ne sont pas des choses qui font mémoire. Hein. Ce n'est pas un mémorial. C'est-à-dire qu'à la fin de cure, c'est parce que si le sujet il commence à s'accrocher avec la pancarte à ce qu'il a trouvé à la fin, c'est comme s'il continuait à jouir de ça, quoi. Or, la question, c'est justement, c'est que ça s'arrête, quoi. Donc, ça se fane. À la fois, c'est trouvé, mais blablabla, ça se fane. C'est-à-dire qu'il ne fait pas œuvre de son événement de fin de cure. Voilà, le sujet analysant, à la fin de cure, c'est pas comme s'il avait fait une super toile. Hein. D'accord ? C'est pas du tout les Demoiselles d'Avignon de chez Picasso. Hein. C'est-à-dire, ça tombe, ça se fane, et voilà, il laisse tomber. Alors tu attises ma curiosité, quel est ce langage, justement, qui n'appartient pas au symbolique, ou qui peut être en deçà ou de là? Qu'est-ce que c'est ce langage? Comment on peut en parler d'ailleurs? Oui, c'est ça, c'est-à-dire que... Qu'est-ce que c'est ce langage qui n'appartient pas au symbolique chez Lacan? C'est pour ça que, tu vois, c'est pour ça que il y a eu des difficultés à comprendre comment se termine une cure. Oui. Tu sais, ça divise encore tous les mouvements psychanalytiques. Bon, enfin, ceci dit, il y a des choses quand même qui ne sont pas remises en question. Par exemple, lorsque ce qui n'est pas remis en question, c'est à la fin d'une cure, est-ce que c'est le sujet lui-même qui peut dire eh « ben voilà, j'ai fini » ou est-ce que c'est son analyste qui dit « vous avez bien travaillé pendant 10 ans ». Donc là maintenant, je trouve que, vous voyez, bravo, vous avez bien avancé et là c'est fini pour vous. Hein. Non, le psychanalyste non plus. Il n'est pas le mieux placé. Le sujet lui-même, finalement, il peut avoir une prétention, hein, dire j'ai terminé, voilà, je décrète, j'assume, je prends ma décision, c'est mon acte. Mais ceci dit, c'est pas terminé pour autant. Mais alors qui va pouvoir à un moment donné entendre que le sujet a bien fini sa cure? Alors, il met en place un dispositif qui a fait bondir l'IPA. Déjà, ils bondissaient déjà avant. Hein. Ils n'ont pas attendu que Lacan mette en place la procédure de la passe pour... il avait tellement chamboulé des codes. Mais la procédure de la passe est un dispositif qui disons, était à l'opposé, aux antipodes de ce qui se faisait avant. Avant, c'était ceux, vous savez, les plus anciens, les mammouths de l'institution, qui pouvaient dire, bon, lui là, on le fait monter, vous voyez. Donc il fallait faire courbette pendant 10 ans avec son analyste, autant avec le contrôleur, tu as connu ça peut-être. Et donc voilà, c'était toujours ceux d'en haut qui disaient qu'il doit monter. Et le dispositif de la procédure de la passe disait, grosso modo, vous voulez rentrer dans mon école? Eh bien, vous passez par la procédure de la passe. Et il s'agit de quoi? Eh bien, donc là, il y avait des personnes, des analysants, dont les psychanalystes de ces analysants pensaient qu'ils étaient sur le point de finir leur cure. Ça, c'est leur psychiatre, hein, leur psychanalyste, qui pensait qu'ils avaient ils étaient sur le point de terminer leur cure. Donc, ils proposaient, sans même leur en parler, hein, ils proposaient donc leur nom au secrétariat dans une école qui gère un peu cette procédure de la passe. Et donc, voilà des gens qui ne sont pas dans l'école, qui sont toujours en analyse, qui sont sur le point de finir. Parce qu'ils estimaient que c'était ces sujets-là, ces analysants-là, qui avaient peut-être l'oreille la plus affûtée pour entendre la fin de la cure de celui qui lui avançait en disant « Bon, moi j'ai fini ma cure, je vais vous apporter mon témoignage ». C'est comme celui. Et puis, il rajoutait aussi
dans un cartel de la passe, c'est-à-dire il y a 4 ou 5 personnes, donc il y avait deux analysants qui étaient sur le point 2, et puis il y avait ceux qui venaient à peine de passer, vous voyez, c'est-à-dire ceux qui venaient à peine de passer par la procédure de la passe, qui venaient à peine d'être nommés. Donc eux, ils avaient chance, vous voyez, parce qu'ils étaient travaillés, ils étaient encore sur cette question de la fin de la cure, et donc c'était eux qui pouvaient entendre quelque chose de la fin de la cure d'un sujet. Alors, pour te dire que l'analysant lui-même était en grande difficulté, son psychanalyste, il pouvait dire quelque chose, mais c'est pas sûr qu'il soit bien placé non plus. Et donc, c'était dans ce dispositif que... Et alors, dans ce dispositif, donc, tous les témoignages, donc tous ceux qui sont passés, tu sais, ça, il y a eu beaucoup de réunions là-dessus, et ce qui fait que les travaux, tout ce qui a été un peu entendu dans ces cartels, voilà, ont permis de faire entendre un peu quelque chose de ces signifiants du réel. Qu'est-ce que c'est, tu vois? C'est des petites choses, voilà, mais qui ont perdu une valeur jouissante. C'est un truc, tu vois, voilà, ça sort comme ça, et c'est hors de la chaîne totalement, c'est déconnecté, et c'est des petits trucs, c'est des babioles, hein. Voilà, mais pourtant, ça démontre quelque chose de cet instant, tu vois, de conclusion d'une cure. Alors, bien sûr, le sujet psychotique, par contre, lui, le sujet psychotique, il y a une urgence parce qu'on prend, enfin, tous ceux qui ont une pratique un peu dans la clinique, hein, clinique psychiatrique, dans des IME, dans des services de psychiatrie, ont repéré des sujets psychotiques qui, à un moment donné, sont capables de faire des opérations de castration sur le corps. Hein. Ils arrivent à s'amputer, se manger un doigt, s'arracher un truc, etc. Et que cette jouissance d'organes, eh bien, le sujet névrosé, eh bien, il en fait l'économie, parce que dès qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui se manifeste, ça l'angoisse tout de suite. Et surtout, c'est que ça met en marche l'opération, blablabla, blablabla. C'est-à-dire, il va faire des symptômes. Et ce qui veut dire que l'opération du langage est une façon de se délester de cette jouissance d'organe, cette jouissance grand A qu'on dit, pour la faire passer du côté de la jouissance phallique, du blabla, c'est-à-dire je me plains. Et que ça, c'est déjà une belle avancée. Et le sujet psychotique qui délire à plein pot, pour ça que Freud pouvait quand même dire que le délire est une solution thérapeutique. Ben, c'est déjà quand quelqu'un délire, blablabla, 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 je me plains, j'entends des voix, je suis persécuté, mais il le dit. C'est une façon déjà de faire passer cette jouissance hors corps, hors de la chair. Oui, mais il s'arrange aussi avec le langage, le psychologue. Ben ouais, ben comment? Voilà. C'est-à-dire que quand un sujet il commence à délirer à plein pot, il entend des voix, etc. Ok, il entend des voix, mais le fait de dire j'entends des voix, si elle me parle, ça me dit cela, eh bien, il met de la jouissance hors corps. Et c'est déjà une belle opération. Alors, lorsque on prend tous les traitements, c'est une façon d'en rendre compte, elle est réductive. C'est vraiment une approche un peu restrictive, réduite, il faudrait développer beaucoup plus, mais déjà, on peut penser que quand quelqu'un prend des médicaments, eh bien, ça a un effet, le médicament, sur cette jouissance d'organes. Et on peut même anesthésier un organe, c'est-à-dire il ne jouit plus, l'organe ne jouit plus. Et il est vrai qu'il y a beaucoup de médicaments
qui permettent de stopper cette jouissance de la chair. Elle est insupportable. C'est pour ça qu'il peut dire, Lacan, toute formation humaine a pour essence et non pour accident de réfréner la jouissance, et de réfréner cette jouissance-là, cette jouissance de chair. Tu restes cette jouissance d'organe prise dans le moment d'un orgasme, par exemple, c'est insupportable. Qui supporterait un orgasme qui durerait des heures, hein? C'est un problème. Au bout de quelques secondes, il faut se reposer parce que ça fatigue, ça épuise et puis c'est insupportable à un moment donné. C'est pour ça que cette jouissance, elle est... voilà, il utilise ce terme de jouissance aussi par rapport à ça. Le corps, il y a de l'imaginaire, il y a du réel, il y a du symbolique. Oui. C'est-à-dire que... Et en plus, ce que je n'ai pas pris le temps de dire ici, même au niveau de la pulsion, c'est que la pulsion, à un moment donné, elle, à la fin d'une cure, ça se termine sur, justement, c'est plus du côté du symbolique, c'est du côté du... Lacan utilise cette quatrième catégorie, c'est-à-dire on connaissait bien imaginaire, symbolique, chez Freud. Oui. Et il y avait le réel chez Freud, mais il disait, par exemple, l'inconscient originaire, chaque fois qu'il met originaire, Freud, c'est le réel. Voilà, c'est pas compliqué. Donc il y avait ça. Donc Lacan développe les trois catégories imaginaire, symbolique et réel, mais il y ajoute une autre catégorie qui est celle du semblant. Du semblant. Du semblant. Oui. Mais à entendre sur l'équivoque du sens blanc. Voilà, c'est-à-dire hors sens. Le réel, c'est hors sens. Voilà, il n'y a plus de sémantique là. C'est hors sens. Et donc, tous les signifiants qui sortent, tu vois, de ce temps de création, eh bien, il n'y a aucune explication. Ils sont déconnectés de tout. Voilà, ça ne veut rien dire. Voilà. La fin d'une cure, on apprend ça, c'est que ça ne veut rien dire. D'accord. Alors, est-ce que ça vous a convenu? Là, vous avez des questions à poser sur... Alors, l'addiction, justement. Ouais. Oui, non, c'est intéressant parce que on voit comment des médicaments, de la chimie, a cette possibilité de modifier les barrières physico-chimiques du corps. Hein? Oui. Ben oui. Donc on voit bien qu'il y a des sujets qui utilisent des produits. Mais est-ce que c'est pas la preuve du réel, ça? Hein? Est-ce que c'est pas la preuve du réel? Ah ben c'est voilà. Non, parce que si le réel c'est un trou. Hein, enfin, voilà, le réel, pas que. C'est-à-dire que le réel. Enfin, c'est un trou dans la mesure où c'est ce qui nous échappe en fait. Oui, c'est-à-dire que ça, c'est jamais accès. Oui, ça c'est dans une cure analytique. Dans une cure analytique et avec un sujet qui a suffisamment travaillé l'élaboration symbolique, c'est-à-dire l'élaboration donc de la chaîne signifiante, jusqu'à cette production d'un trou. Voilà, voilà. Mais bien évidemment, on le voit par exemple dans la psychose. Dans la psychose, eh bien, il y a quelque chose d'un réel qui n'est pas un réel, si tu veux, qui est entre imaginaire et symbolique, c'est un réel qui est entre un réel, mais vraiment le réel du corps, et l'imaginaire. Lacan en rend bien compte avec ça. Il a dû utiliser des modèles. Tu sais, il a dû utiliser des modèles. Donc il y avait un modèle... Donc, il y en a plein de modèles. Il a utilisé un schéma L, il a utilisé un graphe du désir qui est intéressant, surtout dans la psychose aussi. Il utilise les discours. Et à un moment donné, tout ça, il n'arrivait pas à rendre compte, justement, même de ce réel qui n'est pas univoque. Ce n'est pas un réel. Le réel, eh bien, il y en a au moins 4 de réels. Ouais. Il y a au moins 4 réels. D'accord. Et celui, forcément... qui intéresse au plus haut point la psychanalyse, c'est le réel
de ce qu'il a appelé l'objet petit a, qui est tout sauf un objet, mais il fallait bien lui donner un minimum de coordonnées symboliques, objet petit a, et qui est coincé, qui est pris entre imaginaire, symbolique et réel, et qui est comme ça au centre. Et c'est cet objet autour de quoi tourne la pulsion. Et à un moment donné, cet objet, petit a, il peut à un moment donné faire advenir quelque chose. Donc tu vois, c'est un réel il faut le décliner. Et le nœud borroméen, donc il prend des ronds, donc il part de cette idée pour se représenter la chose. Tu as une galette. C'est ce réel de jouissance, ce réel de jouissance autistique. C'est vraiment la chair, les organes qui parlent. Et c'est insupportable pour l'être humain, c'est pas possible. Et donc là-dessus, tu peux déjà y mettre de l'imaginaire. Donc tu prends une galette, toi qui vas essayer de venir, tu t'imagines comme Arun Taziev, tu vois, il y a un volcan là, et puis tu vas essayer d'y mettre un truc. Donc tu mets déjà une galette imaginaire là-dessus. Et tu vois que ça fuit encore, ça part encore. Donc tu y mets la galette du symbolique, tu vois. Voilà. Et tu essayes de répondre. Eh bien, malgré ça, eh bien, le sujet, il y a quand même encore des îlots, des zones comme ça, de jaillissement, de jouissance. Mais c'est déjà pas la même, tu vois, qu'au début. Donc tout ça, ça montre des réels pris entre symbolique et imaginaire, pris entre le réel et le symbolique, pris entre l'imaginaire et le réel, et en son centre, l'objet petit a, mais qui ne vaut que dans une cure, et qui est encore un réel. Donc tu as au moins 4 réels, tu vois. Il est clair pour un lacanien. C'est un plaisir d'écouter. En fait, on dit l'homme est divisé par le langage. Mais tu viens de nous montrer que le langage a quand même cette fonction, une solution pour le psychotique. Il y a quand même cette fonction d'apaisement, d'essayer de trouver une solution, quoi, d'apaiser, etc. Ah ouais. Alors, cette idée de l'homme est divisé par le langage, alors ça vient d'où, non? C'est-à-dire que je suis en difficulté pour te répondre. Ou alors il faudrait qu'on y passe toute la nuit, là, tu vois, pour arriver un peu à... Ça serait presque l'objet de notre travail. C'est-à-dire que la division, tu vois, c'est comme si le sujet est écartelé à un moment donné. C'est comme si ce langage, tu vois, va faire problème. Il y a quelque chose qui, du même coup, il sent qu'il perd quelque chose. Et alors, l'opération du langage est une opération, le sujet, quand il commence à utiliser le langage, c'est qu'il va utiliser les traces de l'autre. D'accord ? Il utilise les traces de l'autre. Et les traces de l'autre ne sont pas toujours compatibles avec les traces de son être, de jouissance et de désir. Donc, tu utilises ce que l'autre te décerne. Du reste, on peut dire que le premier corps qu'on te donne, c'est le corps du symbolique, qui précède même le corps du sujet avant qu'il soit jeté au monde. Le corps du symbolique est déjà là. C'est-à-dire, ça précède même le sujet. C'est ça le signifiant. Il est déjà là, il précède même la venue au monde du sujet. Et il lui dit ce qu'il doit être. Il y en a un qui m'avait fait marrer à l'époque. C'était, personne ne le connaît, c'est Jacques Chaban-Delmas.
maire de Bordeaux pendant 40 ans, je ne sais pas combien. Et un jour, il s'exprime un peu, côté un peu psychanalyse de comptoir, il dit « J'ai trouvé en fait pourquoi j'étais maire de Bordeaux, parce que j'ai trouvé les raisons exactes, ça date du XIVe siècle. » Donc voilà, parce qu'il y avait à ce moment-là, donc il explique un petit peu. Donc vous voyez, pour vous dire que quelquefois, l'autre, qui te dit un peu ce que tu dois être, devenir, etc., il est déjà là depuis plusieurs générations, quelquefois. Voilà, tu parles la langue que tu parles, mais elle est déjà là depuis longtemps. Donc ce qui fait que, mais quand toi tu t'appropries cette langue, eh bien, tu commences à parler, mais tu parles, comme Lacan le dit, en fait le sujet, il est causé d'abord, il est parlé. Et donc tu as l'impression que tu es libre de dire ce que tu dis, et pourtant, il faut attendre un peu, même chez Lacan, il faut attendre un petit moment, parce qu'au début, lorsqu'il est encore dans son ère jacobsonienne, là, il dit le sujet reçoit de l'autre son propre message sous une forme inversée. Alors ça veut tout dire. Ça veut dire que si le sujet reçoit de l'autre son propre message sous une forme inversée, ça veut dire que l'autre, il a une puissance incroyable de détermination. Parce qu'il lui dit « tu es ceci, tu es cela », et le sujet, il dit « je », mais pour dire « je », il a fallu que l'autre lui délivre le « tu es ceci, tu es cela ». Bon, il y a quelque chose qui fait objection à ça, ben c'est sa jouissance au sujet. Parce que sa jouissance n'arrive pas à se régler, sinon ça serait formidable. Ah punaise, ça serait que, ici-bas, ça serait que l'amour. On serait, ouais. Si le sujet arrivait à régler sa jouissance et son désir juste sur ce que l'autre lui décerne, ah ben alors là, hein, ça y est, c'est terminé. Hein, la famille super, tout le monde serait content. Hein. Voilà, sauf qu'il y a quelque chose qui fait objection à ça, qui objecte à ça, c'est la jouissance du sujet. Voilà. Et forcément, ça le divise aussi. Hein, ça serait sympa voilà. En fait, il y a des gens qui arrivent à résoudre le problème existentiel de plein de gens. Ce sont les gens qui prennent en charge votre désir. Vous voyez, ils disent, vous tracassez pas, faites ce que je vous dis, tenez-vous comme ça, et puis moi je m'occupe de votre désir, et vous tracassez pas, la satisfaction est assurée. Mais ça ne marche pas chez tout le monde. Hein. Mais à un moment, vous avez évoqué une autre pulsion qui est la pulsion de mort. Et donc, au moment où vous m'avez parlé de Eros et Thanatos comme étant deux pulsions de base importantes. Et un jour, j'ai entendu parler je crois que c'est Bachelard, qui dit qu'il y a une pulsion épistémophilique. Mélanie Klein. Alors, du coup, j'ai demandé ce que ça voulait dire. Et on m'a dit, grosso modo, c'est l'enfant qui casse son jouet pour savoir comment c'est fait à l'intérieur, comment c'est fait. Alors, cette histoire de dedans, de dehors, de trous, etc., je trouve ça intéressant. Je ne sais pas ce que vous pouvez dire. Oui, parce que le corps est nié, ou alors il est récupéré que par rapport à cette dimension symbolique ou sexuelle. Mais le corps, ce n'est pas qu'une dimension symbolique ou sexuelle. Voilà. Mais enfin, voilà, le réel, oui, je pense que... Enfin, moi, ma position, c'est de dire que le réel existe. Pas forcément parce qu'il est nommé. Pour le nommer, il faut qu'il existe. Voilà, c'est un peu ça. Cette circularité, elle n'existe pas chez Lacan. La chose existe parce qu'elle est nommée, oui, mais pour la nommer, il faut qu'elle existe. Je ne vois pas comment on peut faire autrement. Avez-vous des questions, n'importe lesquelles, hein, allez-y. Hein. Avec Lacan, on s'en sort toujours.
était vraiment satisfait, apparemment. Tout était clair. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut s'arrêter là. On remercie encore une fois Jean-Baptiste Dorler, c'est vraiment un grand plaisir d'écouter. J'ai pris de notes. Il faut que tu reviennes l'an prochain. Grand plaisir. Merci.